Les amis, bonjour, j'espère que ça va. Je vais juste vous parler de Ali Dangote. Vous savez, des fois, nous ici, à partir du Mali, ici, des fois, on se pose des questions. On se pose des questions, on se demande comment est-ce que l'Afrique va faire pour sortir la tête de l'eau. Franchement, c'est les questions qu'on se pose parfois. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ali Dangote. Ali Dangote, vous le connaissez tous, vous avez tous sûrement entendu parler de lui. C'est un très grand richard, un grand milliardaire du Nigeria. Il vient du Nigeria. Il est très riche. C'est sa photo comme ça que vous voyez sur l'écran. Alors, imaginez un petit peu un Nigérian très riche. Le Nigeria a été très souvent la première économie de l'Afrique, hein. Très souvent, je ne sais pas si cette année c'est le cas, mais très souvent le Nigeria dépasse de loin beaucoup de pays africains sur le plan économique. Le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants, hein. C'est 900 et quelques mille kilomètres carrés, hein. Et c'est un très grand pays, impuissant, très puissant, un pays pétrolier. Il y a du pétrole au Nigeria. Logiquement, lorsqu'on produit du pétrole, lorsqu'on est pays producteur de pétrole, la logique veut que la moindre des choses, c'est que l'on essaye de raffiner ce pétrole. Il faut raffiner ce pétrole. Et une fois que vous raffinez ce pétrole-là, eh bien, la population peut en bénéficier. Tout le monde sait que l'action de raffiner le pétrole permet de faire de ce pétrole brut, de faire de ce pétrole de l'essence. On arrive à la fin du raffinage, on arrive à obtenir de l'essence et de l'essence de plusieurs qualités. On peut avoir plusieurs qualités de pétrole après le raffinage. On peut avoir du gasoil, plusieurs qualités de gasoil aussi. On peut avoir du mazout, on peut avoir du kérosène, on peut avoir euh, beaucoup d'autres éléments qui sont issus de ce pétrole brut. Alors, la logique, ce serait de raffiner le pétrole. Mais qu'il y a, le problème qu'il y a, c'est que Ali Dangote, le milliardaire, il a décidé d'ouvrir une raffinerie. Il a décidé de mettre en place une raffinerie au Nigeria. Ça lui a coûté 19 milliards d'euros. 19 milliards d'euros. Imaginez un petit peu, hein. Le monsieur, il débourse 19 milliards d'euros. Ça fait dans les 12 600 et quelques milliards de francs CFA. C'est extrêmement cher. Et lorsqu'il met en place cette raffinerie-là, il finit de la mettre en place, il a besoin de matières premières. La matière première, c'est le pétrole brut. Et M. Dangote, c'est là maintenant qu'il se rend compte qu'il fait face à la mafia du pétrole. Et la mafia du pétrole, elle est terrible. Euh, il n'arrive pas à avoir de matières premières à partir de son pays. Il est obligé d'acheter de la matière première à partir du Brésil, des États-Unis. Le pétrole brut qu'il y a au Nigeria, on ne lui donne pas de pétrole brut, on ne lui en vend pas. Il n'a pas accès à ça. Pratiquement, on sabote même sa raffinerie parce qu'on dit que sa raffinerie n'est pas très bonne. On dit que la qualité de, de son gasoil n'est pas très bon ou encore du pétrole. Et donc, il est en train de subir les foudres de, de, de la mafia du pétrole. Alors, on se pose des fois des questions. Des fois, on se pose la question, est-ce que l'Afrique veut s'en sortir? On va écouter M. Dangote. On se pose la question, est-ce que l'Afrique veut s'en sortir finalement? Hein? Parce que, franchement, si c'était possible de démonter cette raffinerie-là et de venir l'installer au Niger, je sais que ça aurait arrangé les Nigériens. Et ça allait arranger les autres pays de la US, de notre confédération. Ça allait les arranger, c'est quand même clair. Aujourd'hui, s'il veut démonter cette raffinerie-là et venir l'installer euh, au Niger, c'est pas sûr qu'ils vont le laisser faire. Ils vont détruire sa raffinerie, c'est sûr. Mm. On va l'écouter, ce pauvre monsieur qui nous fait vraiment de la peine. Écoutons. Plus grande raffinerie du Nigeria, Écoutez. enfin en marche.
550 000 barils par jour doivent à terme sortir de ce site. Oui, une raffinerie qui doit faire 550 000 barils par jour. 550 000. Donc, c'est la plus grande raffinerie d'Afrique, en fait. Oui. Avec une capacité de 550 000 barils par jour. Situé près de Lagos. Un projet ambitieux, financé par l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. L'homme est pressé, il veut bouleverser le marché. Le Nigeria est le plus gros producteur de pétrole du continent, mais reste confronté à des prix élevés de carburant, car le pétrole brut... Voilà, ouais. Dans le Nigeria, déjà, c'est un pays producteur de pétrole. Et on dit dans ce reportage que c'est le plus grand pays producteur de pétrole en Afrique. Et ils ont des problèmes de prix élevés du pétrole. Lorsque les Nigérians vont acheter du gasoil à la pompe, c'est difficile, c'est cher. Et ça, c'est quand il y en a. Quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours. Lorsqu'ils veulent acheter de l'essence, c'est la même chose. Lorsqu'ils veulent acheter de l'essence, c'est la même chose. Des fois, il n'y a pas d'essence à la pompe. Ou quand il y en a, c'est trop cher. Et pourtant, c'est un pays producteur de pétrole. Ça ne se comprend pas, c'est pas logique. Parce que le pétrole, il est raffiné à l'extérieur. Et ça, le pétrole brut, il sort du Nigeria. Il l'envoie à l'extérieur, on le raffine, et voilà. Et puis ça revient. Ou parfois même, on échange du pétrole contre de l'essence. Voilà, c'est ce qu'ils font. L'État nigérian échange du pétrole contre le carburant, contre l'essence. Voilà. Extrait dans le pays, n'est pas transformé localement en produit fini. Alors avec cette raffinerie, Aliko Dangote entend faire baisser les cours au sein du pays. Nous vendons en dollars et pour contribuer à faire baisser les prix, nous vendons également en naira. Mais malheureusement, la Société nationale nigériane du pétrole et les autres entités continuent à faire leurs transactions uniquement en dollars. Pour produire plus, la méga raffinerie réclame à l'État nigérian un approvisionnement conséquent en brut. Mais difficile de répondre à cette demande pour Abuja, car une partie du pétrole du pays est échangée contre de l'essence. Alors depuis son ouverture en janvier, la raffinerie a dû importer du brut américain et brésilien. Cette conjoncture freine sa croissance. La société du milliardaire est confrontée aussi à une autre difficulté, la qualité de sa production. L'autorité de régulation l'affirme, la teneur en soufre du gasoil produit est supérieure aux limites requises de 200 parties par million. Une affirmation démentie par le PDG. Je suis surpris qu'on dise que nous aurions une mauvaise qualité. Nous et d'autres raffineries modulaires. Notre production, vous l'avez vu et testé, est de 87 parties par million. Et lorsque vous viendrez même lundi, elle sera de 50 parties par million. D'ici la fin de l'année, la raffinerie nigériane entend augmenter sa production pour atteindre 85% de sa capacité. Alors, vous voyez, ça, c'est juste... Le conflit. Ça, c'est juste une première partie. Vous voyez que la mafia du pétrole est en train de lui mettre les bâtons dans les roues. Il y a l'autorité de régulation au Nigeria qui fait savoir que, bon, voilà, son gasoil raffiné n'est pas de très bonne qualité. Voilà. Et puis, on fait tout pour que son gasoil soit cher, parce que les transactions de ces différents... la Société nationale du pétrole au Nigeria continue à faire ces transactions en dollars, alors qu'en faisant cela avec le Naira, leur monnaie nationale, ça peut baisser les prix. Ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce qu'ils veulent que le gasoil produit raffiné par M. Dangote, par sa raffinerie, eh bien, ils veulent que ça reste cher. Si ça reste cher, les gens ne vont pas y aller. Les gens vont pas aller. Donc, non seulement on ne lui donne pas de gasoil, de matières premières, disons, on ne lui donne pas de pétrole dans des matières premières, mais on lui met les bâtons dans les roues dans tous les sens. Et c'est extrêmement difficile pour lui. Et finalement, il regrette même d'avoir ouvert cette raffinerie. Il regrette d'avoir fait ce projet. C'est quand même difficile de voir que certains pays africains ne veulent pas s'en sortir. Il y a une grosse mafia autour de tout cela. Il y a une très grosse mafia autour de cela. Parce qu'il y en a en fait qui vivent de ce système. Ce système, tant qu'il est comme ça, tant que le Nigeria est là, pays producteur de pétrole, mais il n'y a pas d'essence chez eux, il n'y a pas de gasoil chez eux, il faut importer à chaque fois, eh bien, il y en a qui vivent de cela, il y en a, ça les arrange, et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas que ça change. Et c'est extrêmement compliqué. On va écouter une deuxième partie rapidement,
Entre Dangote et les autorités nigérianes est survenue après les élections présidentielles remportées par Bola Tinubu, succédant à Muhammadu Buhari, un allié de Dangote. Je ne me serais jamais lancé dans ce projet si j'avais su dans quoi nous allions nous engager. Honnêtement, nous n'avions pas la moindre idée de ce dans quoi nous nous engagions et c'est pourquoi dès le départ nous avions lancé 31 projets simultanément. Rien que cet exemple suffirait à donner des cheveux blancs et des maux de tête. Désormais, nous sommes au milieu de la mer. Si nous arrêtons de nager, nous coulerons. La seule option est de continuer à nager, peu importe l'état de fatigue. La mafia du pétrole est pire que la mafia de la drogue. Dans la drogue, vous savez qui vous combattez. Mais dans le pétrole, vous ne le savez pas. Ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, même au sein de l'entreprise. Je peux vous dire que je suis sûr à 100% qu'ils ont peut-être même infiltré des gens. C'est ainsi qu'ils opèrent, mais vous savez, c'est regrettable et c'est une urgence nationale pour nous qui essayons de résoudre le problème des files d'attente pour le carburant depuis 1972. Depuis 1972, le Nigeria continue à faire des files d'attente incroyables. Des files d'attente incroyables parce que c'est ça. Parce que c'est un pays, c'est quand même paradoxal, on ne comprend pas. Un pays producteur de pétrole, mais il n'y a pas de carburant chez eux. C'est quand même grave. Et lorsque le monsieur vient, il fait la plus grande raffinerie d'Afrique, on essaie de le bloquer, on le cale dans tous les sens. Et il n'y a personne pour l'aider. Il n'y a personne pour l'aider. Franchement, je voulais vous parler de cela. C'est quand même, c'est assez choquant. C'est assez choquant de voir qu'il y a une mafia très puissante, des lobbies très puissants qui sont là, qui ont eu des milliards. Certains d'entre eux sont peut-être qu'ils ne sont pas aussi riches que Dangote, mais ils sont très riches aujourd'hui. Ils peuvent combattre Dangote. Et visiblement, tous ces problèmes ont commencé avec la venue de Ahmed Bola Tinubu. C'est quand même dommage de voir qu'en Afrique, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Lorsque vous avez un fils comme ça, qui est là, un fils du pays, qui veut quand même, qui investit tant d'argent dans une raffinerie, la plus grande d'Afrique quand même, ne voulez pas de ses produits. C'est quand même grave. C'est triste. Alors qu'en utilisant sa raffinerie, eh bien, ça va baisser les coûts du carburant et il y aura du carburant disponible. Il est obligé d'importer le carburant à partir de l'extérieur, à partir du Brésil et des États-Unis. Disons, il est obligé d'importer du pétrole brut, c'est ça. Voilà, c'est de ça que je vais parler. C'est quand même triste. C'est de ça que je voulais vous parler dans la première partie de mon émission. Et la deuxième partie, je vais vous parler de Wassim Nasr. Vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Wassim Nasr. Et heureusement que ces médias alternatifs existent. Heureusement que ça existe, parce que ça nous permet à nous de vous dire la vérité, ce que nous pensons de ces médias mainstream. Vous savez, Wassim Nasr, c'est un journaliste de France 24. Ce monsieur, nous l'avons longtemps étudié. On l'a longtemps suivi et on a compris qu'il y a une connexion entre lui et les terroristes qui frappent dans le Sahel parce qu'il est toujours pratiquement le premier à avoir les informations sur ce terroriste-là. Une fois, on se rappelle qu'il y a ici au Mali un proche du président qui a été frappé. Il a été frappé lors d'une de ses missions. C'était son chef de cabinet. Le chef de cabinet, lorsqu'il a été frappé, à peine, les terroristes venaient de quitter les lieux. À peine ils venaient de quitter les lieux seulement que déjà Wassim Nasr avait l'information. C'est-à-dire, on se posait même la question si les gens se demandaient, mais il est avec eux là-bas ou pas? Il est avec eux ou bien il savait à l'avance que le chef de cabinet allait être frappé. Nous, on a suivi. On a compris que ce monsieur, il est en connexion avec les terroristes. Et il y a eu plein de cas comme ça. Alors, Wassim Nasr, en fait, c'est le monsieur qui, je vais vous le dire clairement, il est journaliste à France 24, mais il est en connexion avec les terroristes. Une fois, ils ont déjà même fait des reportages avec les terroristes. Ils utilisent leur chaîne France 24 pour faire de la propagande. Ils passent les messages des terroristes sur leur chaîne. À chaque fois que les terroristes veulent passer certains types de messages, c'est eux qui le font. Ils le font pour ces terroristes-là et nous le savons. Et lorsqu'ils frappent quelqu'un,
lorsqu'ils frappent une ville, un village ici au Mali, ou bien au Niger, ou encore au Burkina, ils prennent leur téléphone, oui, les terroristes prennent leur téléphone et appellent directement des gens comme Wassim Nasr et leur disent, voilà, écoute, on a frappé ici, on a frappé là. Soit il est en contact direct, ou soit ce sont les renseignements français qui sont en contact direct avec ces terroristes-là. Parce que le Mali, quand même, on a quand même su, hein, on a su que, on a surpris la France en train de donner des renseignements, du matériel à ces terroristes-là, et donc nous savons qu'ils sont en connexion, ou soit Wassim Nasr est en contact direct avec ces renseignements français, l'armée française qui opérait dans nos régions, et ces informations-là lui sont remontées. Et donc, on a de bout en bout, on a mis les puzzles de bout en bout, et on a compris le rôle qu'il joue. Son rôle, c'est ça. Alors, les terroristes, ils viennent, ils frappent. Avant que les terroristes ne frappent, eh bien, leur frappe, elle est organisée avec les militaires étrangers. Les militaires français qui étaient là, ils se font aider, on leur donne du renseignement, on donne du matériel, on leur dit, voilà, les gars sont là, eux, ils frappent. Et quand ils frappent, ceux qui prennent le relais maintenant sur les médias, c'est des gens comme Wassim Nasr. Et puis, le plus surprenant, c'est les journalistes qui reçoivent Wassim Nasr sur le plateau. Ils jouent le jeu. On voit que les journalistes, ils jouent le jeu. On le laisse poser des questions. Disons, ils lui posent des questions. Et puis, on le laisse en roue libre. En roue libre, il dit tout ce qu'il veut. Et puis, voilà. Voilà. Alors, dernièrement, tout le monde se rappelle qu'il y a un grand terroriste qui s'appelle Hugo, que l'armée malienne a tué. Wassim Nasr était le seul à dire que c'est pas vrai. Et cette fois-ci, on est tombé sur un de ces éléments où on leur fait savoir, il y a la journaliste qui dit que bon voilà, l'armée malienne quand même a été brillante parce que l'armée malienne, elle a quand même pu aller pratiquement à 10 km de la frontière algérienne parce que vous savez, on avait d'énormes difficultés, hein. On avait d'énormes difficultés avec Kidal, hein. Voilà. Finalement, on a pu récupérer Kidal. Kidal était ravitaillé par qui? Kidal était ravitaillé par un axe qui quittait l'Algérie, et puis voilà. Et maintenant, il y a une petit village là, qui est à côté, à 10 km de l'Algérie. Alors, dernièrement, lorsqu'on a pu mettre la main sur Inafarak qui est à 10 km de la frontière algérienne, eh bien, c'est une plaque tournante de tous les business, quoi. C'est-à-dire de tous les trafics, trafic d'armes, trafic de munitions, trafic de cigarettes, trafic d'alcool, trafic de drogue, trafic d'êtres humains, trafic de tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça quitte l'Algérie, ça passait par Inafarak, et ça descend maintenant vers les Tessalites, vers la Gueulog, vers les Kidal, et vers les Tombouctou, les Gaoui, etc. Et lorsqu'on a mis la main dessus, eh bien, il y a la journaliste qui lui pose la question, bon, est-ce que M. Wassim Nasr, est-ce que quand même c'est pas une prouesse, hein, voilà, de l'armée malienne? Mais là, il va pas le dire, il va pas reconnaître, parce que Wassim Nasr, il collabore, en fait, il collabore avec les terroristes qui sont contre nous, qui nous frappent. Et là, il reconnaît à moitié, à demi-mot, que bon, voilà, c'est quand même, c'est une petite prouesse, mais après, il essaie de dire, bon, écoutez, mais ils sont avec Wagner et puis ils ne maîtrisent pas tout le territoire, etc. Ouais. On va écouter. Et la journaliste, elle joue le jeu, elle le laisse en roue libre. Face aux groupes rebelles. Donc effectivement, au Mali, dans le centre, face aux djihadistes, l'armée et Wagner piétinent. On va voir des images d'un camp d'entraînement parmi plusieurs dans le centre. Donc c'est des camps d'entraînement d'Al-Qaïda, alors que, comme vous le rappelez, pour la première fois, Wagner et l'armée malienne sont arrivés dans une localité qu'on va voir sur une carte à la frontière algérienne, à moins de 10 km de la frontière algérienne. Donc au départ de Tessalit, là où ils sont, vers cette localité à la frontière, Inafarak, elle s'appelle la localité, voilà, Inafarak. Il y a une petite erreur, mais bon. Ce qui marque une capacité quand même de rayonnement considérable, mais il n'y a pas de contrôle territorial, parce qu'on va voir sur des photos. Voilà. Là, il reconnaît à demi-mot que l'armée malienne a une capacité de rayonnement quand même, mais il dit après, bon voilà, que il n'y a pas de contrôle territorial, et la journaliste, elle le laisse parler en roue libre. Voilà.
Alors, ce monsieur, en fait, nous, on va vous le dire clairement, hein, ce monsieur, euh, on le suit à chaque fois que les pays du Sahel sont frappés, il est le premier à bondir sur ça et il en est fier, il est content de ça. Et à chaque victoire de nos armées, il n'est pas content. Ouais, dernièrement, le Togo a été frappé, hein, les Togolais ont été frappés, ils ont perdu quelques dizaines d'hommes. Ouais. Et là, c'est lui encore qui vient présenter cette frappe. Et c'est organisé, c'est organisé. Wassim Nasr, il le fait avec d'autres journalistes français. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, on a compris que ces médias s'acharnaient contre le pays et on a suspendu les France 24, les RFI, etc. On les a bloqués chez nous ici, au niveau de la Confédération des États du Sahel. Alors, on veut vous parler de ce monsieur parce que les images qu'il vous présente là-bas sur France 24, sur RFI, etc., c'est faux. C'est les histoires, ce qu'ils racontent, c'est faux. Ils sont en complicité avec les forces françaises et malheureusement, c'est eux qui tuent dans nos pays. Hein. Bon, je dirais pas qu'ils collaborent avec tous les terroristes qui sont ici. Il y a des terroristes avec lesquels ils sont amis, mais il y en a avec lesquels ils ne sont pas amis. Ça aussi, il faut le dire. Ça, c'est une réalité aussi. Et c'est la raison pour laquelle le Mali avait fait savoir clairement, de manière très claire, qu'on voulait une réunion spéciale au niveau de l'ONU pour montrer nos preuves, parce qu'on a surpris la France en train de donner du renseignement, en train de donner du matériel à ces terroristes-là. Ouais. Donc, on voulait vous parler de ça très rapidement. Et très rapidement, une petite information, il y a le Parlement de la CEDEAO qui a fait un communiqué dernièrement par rapport à ce qui s'est passé. Vous avez vu une députée qui s'en est pris violemment à Marius Sagna, le député sénégalais. C'était très tendu, tout le monde a vu ces images-là au niveau du Parlement de la CEDEAO. Par la suite, la députée, elle a présenté des excuses indirectement. Elle a essayé de s'excuser en donnant des explications, c'est vrai, mais quand même, elle a perdu les pédales carrément. Elle a perdu les pédales, elle a perdu le contrôle. Elle est descendue et elle a voulu lui prendre par l'école. Et voilà. Et elle était obligée de s'excuser indirectement l'autre jour. On a vu ça aussi. Voilà. Et puis, peut-être pour finir, il y a un projet d'élargissement d'une base française à Tumodo. Tumodo, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà, vous qui me suivez, merci beaucoup et à bientôt à la prochaine.